il faut savoir que là-haut, il n'y a pas d'amis. Et à un moment donné, il va falloir que tu changes. Si on arrive en conquérant en disant bah, de toute façon c'est facile, non, c'est pas vrai. Rien n'est facile et il n'y a que le travail qui paye. Ou je travaille plus, ou j'arrête. J'ai bien travaillé, je me suis bien entouré parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'entourer comme il faut, avec des gens aussi motivés que vous. Moi, j'ai toujours voulu être un héros. Je lui ai dit, tu sais qu'un jour je serai champion du monde. Mais il me dit, mais comment tu peux être champion du monde avec quelque chose que tu pratiques pas? Et 15 ans après, à 30 ans, je deviens champion du monde. Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. C'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui une légende de la boxe, Jean-Marc Mormec. Titré champion du monde à 6 reprises, Jean-Marc répond également présent aux invitations d'associations de jeunes dans la précarité en s'investissant dans l'égalité des chances. Bonjour à tous, c'est Jean-Marc Mormec avec Franck Nicolas. Salut Jean-Marc. Salut. Comment ça va? Très bien. Je crois que nous allons avoir une discussion aujourd'hui autour notamment du dépassement de soi, de la performance, mais aussi d'être capable de se retrouver en tant qu'être humain, d'être soi-même et de ne pas vivre la vie d'une autre personne. Tout d'abord, le palmarès, il est juste incroyable. Et puis c'est marrant, je vois un petit bout de tissu ici. C'est quoi? C'est la Légion d'honneur. Ouais. C'est une vraie reconnaissance. Une immense Ouais. reconnaissance de ta patrie. C'était il y a 6-7 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque on est remercié ainsi par son peuple? Une grande joie, une fierté, c'est-à-dire que mon travail a payé et surtout a été reconnu en me disant, allez, 20 ans, plus de 20 ans au service en fin de compte du pays pour avoir défendu les couleurs un petit peu partout, donc forcément on est fier de ça. C'est intéressant parce que tu viens de prononcer le mot travail. Et ta carrière de sportif n'a pas été une carrière d'enfant gâté. Non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Et puis en plus, ça a été, alors pour moi, c'est un vrai sport et un travail, mais ça a été fait. Je suis venu à ce sport comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était un combat de boxe. Dans les années 80, j'avais 13 ans. Mon père regardait un combat. Canal+ venait à l'époque et diffusait les combats. 4 heures du matin, je vais aux toilettes. Je vois mon père regarder un combat. Je m'arrête. Il m'invite. Et on dit, et un combat, c'est les 3 rounds les plus violents d'histoire. Marvin Hagler contre Tom Ernst. Oh, wow. Il m'invite, je regarde, et je suis stupéfait. Et à la fin, quand ça se termine, je lui dis, tu sais qu'un jour, je serai champion du monde. Et forcément, parce que moi, je faisais du foot. Donc mon père, il dit, de foot? Et je lui dis, non, de boxe. Mais il me dit, mais comment tu peux être champion du monde avec quelque chose que tu pratiques pas? Je lui dis ça parce que j'ai une vraie conviction et j'y crois tellement à ce moment. À l'instant, Parce que j'ai vu ce combat qui était vraiment fabuleux. C'est quoi? C'est la violence qui a fait un déclic? C'est le dépassement de soi? C'est la technique? C'est la rapidité? Qu'est-ce qui t'a passionné? C'est le tout est possible. Le tout est possible. C'est-à-dire Marvin Hagler perdait, il a été coupé. Il va voir le docteur. On pense qu'on va l'arrêter. On ne l'arrête pas. Il retourne sur le ring. Il se remobilise. Boum, et il met KO Tom Ernst. Et là, je me dis, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Même à la dernière minute, ouais. Si on veut, on peut. Et là, pour moi, c'est une révélation. Et je commence la boxe après. Je vais avoir 15 ans. Et 15 ans après, à 30 ans, je deviens champion du monde. Incroyable. Donc ça, c'est un beau résumé. Voilà. C'est un beau résumé. Si tu veux bien, on va revenir en arrière. Alors, l'enfance de Jean-Marc. On est en Guadeloupe. Oui. C'est une famille nombreuse? Oui. Oui. Quand même. Papa, maman sont ensemble et puis à un moment donné, ils s'entendent plus très bien. Ouais. Et puis papa décide de partir sur le continent. Que devient Jean-Marc? Jean-Marc grandit parce que en fin de compte, quand papa est là, moi j'ai pas, je le connais pas. Je suis trop jeune pour ça parce que j'étais bébé. Donc je suis avec une grand-mère, une maman, des frères et un jour on me dit ton père veut te voir et il voudrait bien te voir. Et moi, le seul truc qui me fait rêver, c'est ce truc, c'est l'avion. C'est de prendre l'avion parce que je me dis, waouh, mais ça ressemble, on aurait dit un oiseau qui vole. Donc je vais prendre cet oiseau et je vais pouvoir, quand je reviens, je vais pouvoir leur raconter ce que c'était l'avion, tout simplement. Est-ce que dans cette période d'enfance, j'essaie de gratter quelque chose pour aller ensuite comprendre le pourquoi de Jean-Marc? Parce que quand on se prend des punchs sur un ring, il faut tenter d'avoir un vrai pourquoi fort. Est-ce que c'était une enfance super heureuse ou est-ce que le Jean-Marc, il se posait plein de questions?
Non, très heureux. Mais je pense qu'on a 5 ans, 6 ans, on se pose pas de questions, on est heureux, Oui. on est bien, la vie, on est insouciant. Oui. Et après 10 ans, qu'est-ce que ça a donné? Après, c'est le départ, le départ devient douloureux parce que je pars, mais en même temps, je quitte les gens, je quitte ma mère, je quitte ma grand-mère, et je me dis, bon, même si c'est pour les vacances, je me dis, ouais, mais j'ai toujours été avec eux, et je pars dans l'inconnu. L'inconnu, c'est mon père, enfin, qui est mon père, mais que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, parce que j'étais trop petit quand il est parti. Et le fait de partir, eh ben, pour moi, c'est quelque part une coupure, une souffrance et une douleur. Mais je pars pour mieux revenir. En fin de compte, je reviens jamais. Waouh. Mais t'es parti, t'étais obligé de partir? On me dit, je vais en vacances, je vais rencontrer mon père que je connais pas, mais pourquoi pas? C'est la Bien maman sûr. qui a eu l'idée? C'est le papa qui a eu l'idée de lui dire, je voudrais bien voir mon fils, parce qu'il a 6 ans et je l'ai jamais vu, donc, enfin. Pour quelle raison? Il avait jamais vu avant? La Guadeloupe, c'est à côté. Ouais, mais il était jamais venu. Donc aujourd'hui, il s'est dit, j'ai un fils et il faut que je le rencontre, il faut qu'on se voit. Et alors, comment ça s'est passé, cette rencontre? Cette rencontre très bizarre, parce que je viens avec un ami à lui à l'aéroport, j'atterris à l'aéroport, et à un moment, quand on sort de l'aéroport, je vois un monsieur qui tourne autour de nous, et je me pose la question, je me dis, il est bizarre ce monsieur, il arrête pas de nous regarder, il nous suit. Et c'était mon père. Donc moi, je suis venu, on me dit que c'est pour les vacances, mais à un moment donné, je vois que je suis inscrit à l'école, je vois que... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, donc t'as découvert sur place que finalement, c'était pas du temporaire. Ben non, c'était du définitif. Et je pense que la dureté, elle est là, quoi. Et la séparation avec la mère, c'est sur... C'est terrible. Parce qu'à l'époque, pas de téléphone, comment je vais faire pour la contacter, comment je vais faire pour revenir. Donc j'ai un monsieur, forcément je connais pas trop, donc j'ose pas trop lui parler. Et puis de temps en temps, j'essaye de dire, mais c'est quand je rentre. Tu vois ce match, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, on a fini l'ellipse, on revient. Et là, tu vois ce match. Et à quel moment tu as fait tes premiers pas en entraînement? À quel moment? Parce qu'à un moment, je pense à ce combat, je pense à l'effervescence que ça a eu et ce que ça m'a procuré. Et je vais faire de la boxe. Je veux faire de la boxe, donc je vais à Decathlon, je demande, j'ai des sous, je vais acheter des gants. À l'époque, j'ai pas peur de la bagarre, donc je me dis, c'est quelque part qui va me délivrer, qui va me permettre de m'exprimer. La peur de la bagarre, tu étais bagarreur, tout petit? Oui, je étais bagarreur, oui. Oui. Donc c'est quelque chose que tu avais déjà en toi, le fait d'utiliser ton corps? Je pense que je l'avais pas moi, mais je l'ai appris, ou je l'ai adapté, ou j'ai fait par rapport à ce que je rencontre à l'école, parce que quand on est jeune, les jeunes sont toujours méchants entre eux, donc on se moque de l'un, de l'autre. J'avais un accent, on se moquait de mon accent, donc à un moment donné, j'avais pas, pour me faire comprendre, je me servais de mes poings, parce que comme je voulais pas parler, comment on se moquait de moi, je me disais, si je parle, ils vont encore plus se moquer de moi, si je les tape, là ça va être autre chose. Donc finalement, tu étais à la recherche plutôt du fait d'être un super-héros, entre guillemets, mais trouver ta place surtout. Ouais, exactement. Trouver ma place. C'est pas tellement d'écraser les gens. Non, mais c'est parce qu'on se moquait de moi, parce que je savais pas très bien comment faire. Donc des fois, ça partait. Et puis parce que quand vous arrivez comme ça, on joue pas avec vous. Donc et puis un jour, on est venu me chercher en me disant, est-ce que tu veux jouer au foot, parce qu'il manquait quelqu'un. Et j'ai joué au foot et après tout a collé. Waouh, c'est très fort ce que tu viens de nous dire là. Tu t'es fait violence et tu as utilisé la violence, bien ou pas, en tout cas c'est ce que tu as fait, pour trouver ta place. Et finalement après, dans un deuxième temps, tu t'es construit grâce aux autres, parce que du coup là, tu étais reconnu. Bien sûr, mais déjà la violence, la première chose, elle m'a permis de me faire remarquer. Si je l'avais pas été, je serais resté tiré dans mon coin, peut-être personne n'aurait marqué. Wow. Mais cette violence m'a permis déjà de me faire remarquer. Attention, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et à un moment donné, malgré que cette violence, mais on vient vous chercher parce qu'il manque quelqu'un et dire on a vraiment envie de jouer. Donc, faut pas l'être, mais ça m'a quand même malgré tout servi. Et alors, donc tu vas dans un magasin de sport, tu achètes tes premiers gants. Ouais, j'achète mes premiers gants, je sais pas, mais j'organise des combats. Je suis jeune. Tu organises des combats? Oui. Dans les caves. T'as commencé comme ça? Oui, les caves étaient ouvertes. C'est-à-dire qu'au lieu de boxer uniquement, tu boxais, tu t'entraînais? Oui, mais dans les caves. C'est-à-dire que moi, on avait plein de potes, et puis, alors on est tous sorts, on est tous durs, on est tous trucs. Allez, venez dans les caves et on fait un combat. Chacun prend un gant, des fois chacun prend un gant, on prend une serviette, on essaie de le mettre, et celui qui tombe l'autre. Puis à un moment donné, je vais m'inscrire. Et là? Je vais m'inscrire, donc j'arrive, je me dis, ça au moins c'est fait, donc j'ai mis quelques KO, ça va, je vais aller dans c'est bon, j'en ai tué 2-3, c'est parfait, je continue d'avancer. Je vais y aller et tout va se régler, donc j'arrive, je sors de l'école. Là, on est dans quel arrondissement là?
On est toujours dans la banlieue, on a Bobigny. Et il n'y a pas de salle à Bobigny, mais il y a à Drancy. Donc, je pars à Drancy. L'entraînement, ça doit être à 5h30. Je sors de l'école. 5h30, 17h30 ouais, 17h30. Oui, d'accord. J'arrive et voilà, comme tous les enfants, avant d'aller au sport, je m'éclate un petit peu. Je vois pas l'heure passer. Donc, ça fait, en gros, j'arrive vers les coups de 6h, 6h15. Et j'arrive tout de suite dans les vestiaires. L'entraînement a déjà commencé et j'arrive dans les vestiaires. Et j'ai le prof qui arrive et qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « J'arrive tout de suite. » Il me dit « Non. » Je lui dis « Non, mais est-ce que t'es en retard ? Il me dit « T'es pas arrivé à l'heure. » Alors je lui dis « Oui, mais bon, j'essaie de lui expliquer, l'école, machin. » Il me dit « Écoute, tu sais ce qu'on fait ? Demain, il y a aussi entraînement. Tu viendras à l'heure et tu vas t'entraîner. Aujourd'hui, non, tu peux pas. » Et là, je regarde, je lui dis « Mais sinon, je viens pas. » Il me dit « Alors, viens pas. Il y a des règles. Il faut respecter les règles. Et si tu les respectes pas... T'étais assez cabochard quand même, hein, ouais. T'avais ton tempérament. Et il me dit, attends. Et là, avec un peu de fierté, donc je lui montre que je pars. J'ai un pied dedans, j'ai un pied d'un truc, et il me regarde de temps en temps. Mais il faut que je lui montre que je suis là. Donc je m'assois, je regarde. Et puis le lendemain, j'arrive à l'heure. Et tous les jours, j'arrive à l'heure. Et 1 an après, il m'appelle et il me dit, bon, tous les nouveaux arrivants, c'est toi qui fais l'échauffement. Et là, t'as quel âge, là ? Là, quand j'arrive, là, j'ai quel âge ? J'ai 15, 16, je dois avoir 16 ans, 17 ans. Ouais. Et là, mais encore une fois, je me fais remarquer. Et au bout d'1 an, c'est moi qui fais les échauffements quand ils arrivent et tout. Donc, ça veut dire que, voilà, il me fait confiance. Tu te fais remarquer ? Je me suis fait remarquer parce que je suis arrivé en retard. Je lui ai dit que je partais. Il m'a dit, si tu pars, ne reviens plus. Oui, mais à l'entraînement, ça donne quoi ? L'entraînement, ça donne. Pour ça. Ça donne, j'essaye. Et puis un jour, je rappe tellement au sac et je respire mal, boum, et je tombe dans les pommes. Je tombe dans les pommes et il me considère comme un peu fragile. Donc à chaque fois, il me dit, bon, doucement. Vas-y, doucement, Jean-Marc. Je lui dis, non, mais. Tu vas te froisser un cil. J'essaie de lui expliquer que je vais être champion du monde. C'est pas en allant doucement que ça va fonctionner. Parce que tu avais vraiment ça dans la tête. Hein. Ah non, mais ça me rendait fou. Ouais. Et finalement, après, qu'est-ce qui s'est passé ? L'étape vers le sérieux. L'étape vers le sérieux, au fur et à mesure, je mets les gants. Et puis j'ai un type qui s'appelle Eric Ladoux. C'est un entraîneur, il fait partie des entraîneurs, mais un super type. Et il me prend un peu en main. Mais il me prend en main, mais il est plus grand, il est plus fort, il est vraiment... et à chaque fois, je prends une dérouillée. Mais le type, à chaque fois, tous les jours, à chaque fois que j'arrive, je prends une dérouillée. À un moment donné, je l'aime bien, et je commence à moi l'aimer. Je me dis, mais il m'aime pas. En gros, il veut que me tabasser tous les jours. Donc, et à un moment, forcément, je fais un peu la gueule. Et à chaque fois, il vient encore de me dérouiller encore pour là, je sais pas combien de semaines. Et je vais me doucher, il vient me voir et puis il me dit ça va. Je lui dis non, pas trop. Je lui dis mais je sais pas, qu'est-ce que t'as après moi? Il me dit assieds-toi. Et je m'assois et je suis vraiment pas content. Et il me dit écoute, je pense que tu as des capacités que tu sais pas. Mais il faut savoir que là-haut, il n'y a pas d'amis. Et à un moment donné, il va falloir que tu changes. Parce que tu restais dans l'affect? Ouais, parce que on mettait les gants, c'était entre nous, on était entre nous. Mais non, mais il m'expliquait qu'à un moment donné, il faut passer à une étape supérieure et que il va pas falloir toujours venir dans cette salle, mais c'est bien aussi de changer, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je comprends. Et c'est la raison pour laquelle ton visage, et tu le sais, change complètement. Dans les vidéos, on le voit. Ton visage change dès que tu as le premier pied sur le ring. C'est une métamorphose. Déjà, on a toute la cogite qu'on sort des vestiaires. On a toutes ces images qu'on arrive, en fin de compte, on se transcende au fur et à mesure qu'on arrive sur ce ring, tout ce qui peut se passer. Et à un moment donné, la libération, c'est le gong. Une fois que ça sonne pour dire allez-y, on est libéré de tout et on peut s'exprimer. Wow. Ça devient bestial. Et donc, cette première année, parce que tu es 6 fois champion du monde, donc la première année où là, ça commence à devenir réellement sérieux. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, et puis à un moment donné, on est pressé d'en découdre, quoi. Moi, je vais mettre les gants et ça y est. Et puis, on dit, ça y est, maintenant, on va pouvoir mettre les gants. Vous êtes bien entraîné, on va pouvoir mettre les gants. Donc, moi, je regarde et tout. Bon, il y a un type qui est un peu costaud. Bon, on dit, peut-être pas tout de suite. Parce qu'il a les muscles un peu qui sont en relief. On dit peut-être pas tout de suite. Et puis je vois un autre. J'ai un autre type qui arrive. Très sympa. Mais il boite un peu. Il boite parce qu'il a une jambe plus petite que l'autre. Je me dis, pourquoi pas, il a l'air bien. Et il vient vers moi gentiment. Il me dit, est-ce qu'on met les gants? Je lui dis, oui. Je peux pas lui refuser ça. Donc il met la vasine, je me truc. Et je me dis, il va prendre une dérouillée, il va rien comprendre. C'est un peu méchant, mais enfin avec ce qu'on a. Oui. Donc je monte sur le ring avec lui. Et puis, et c'est parti.
Le gong sonne, je vois qu'il boite, enfin, qu'il truc, et puis à un moment, il reste au milieu du ring. Et là, je prends une tannée. Mais une tannée premier, bon, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Le truc, la machine, elle enrayée, donc je reviens, les yeux qui pleurent, le nez qui truc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Deuxième, troisième, parce qu'on faisait 3 rounds. Juste, à un moment donné, c'est pour ça qu'on dit, il faut jamais sous-estimer. C'est que ce type, ça faisait moins plus de 6 ans qu'il faisait de la boxe, et moi j'étais son en première année. Donc, malgré son infirmité, mais il avait cette vitesse, il avait l'œil, tout ce que j'avais pas. Donc, en fin de compte, un peu d'humilité, ça m'a appris aussi à respecter l'autre et à pas sous-estimer. Et c'est la raison pour laquelle tu disais que c'est pas le fameux combat qui t'a permis d'obtenir le premier titre de champion du monde qui a été le plus difficile pour toi, mais c'est peut-être ce sont peut-être ces premiers pas sur le ring qui ont été les plus compliqués pour toi. Oui, c'est vrai. C'est cette approche, c'est comment on aborde ça, c'est la psychologie qu'on a, c'est le respect aussi de l'autre, comment on arrive, si on arrive en conquérant en disant bah, de toute façon c'est facile, non c'est pas vrai, rien n'est facile et il y a que le travail qui paye. Tout dépend comment on a travaillé, comment on s'est donné, toutes les litres et que de sueur qu'on a dépensé, mais surtout de ne pas se dire que pour moi, jamais je me suis sacrifié. Il n'y a pas de sacrifice. Qu'on aime quelque chose, on se donne juste le moyen de le faire. Je pense que le travail bien accompli, on se dit, ben, j'ai tout fait. Même si j'ai perdu, mais j'ai tout donné. Donc, il a été meilleur que moi. Donc, il faut ou je travaille plus, ou j'arrête. Ou je travaille plus, ou j'arrête. Quand vous écoutez l'histoire et quand on décortique la psychologie incroyable de ce champion du monde, on comprend tout à fait pour quelles raisons, notamment, il a réussi. Et ce que Jean-Marc a fait, c'est que finalement, il a repensé, comme on dit en psychologie sociale, la causalité. Il a repensé toutes ces causalités. Nous vivons dans une bulle informationnelle. Et le principe du cerveau, c'est que le cerveau fonctionne sur un principe de rapidité. Ça va vite pour le cerveau. Et c'est ce qui consomme le moins d'énergie pour lui. La réflexion consomme de l'énergie. Et ce que Jean-Marc a fait, c'est qu'il a pris le contre-pied de la plupart des gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris la première causalité qui lui venait en tête lorsqu'il a été contre-performant, lorsqu'il a échoué, lorsqu'il a perdu un match. La plupart des gens vont se dire « Je n'ai pas réussi pour les étudiants mon examen parce que j'avais un prof sadique. C'est pas j'ai raté mon examen parce que je n'ai pas assez travaillé. » En revanche, dans les succès, les gens font l'inverse. Ils vont dire « J'ai réussi mon examen parce que je suis exceptionnel. » Et les professeurs vont dire pareil. « J'ai eu de très bons résultats cette année dans ma classe parce que j'ai été bon prof. » Donc vous voyez, en général, on impute aux autres nos échecs et c'est uniquement grâce à nous si on a réussi et l'environnement n'y est pour rien. Jean-Marc, il est exactement en prenant le contre-pied de tout ça. Il a revu ses causalités et il a mis le doigt sur ce qui faisait mal. Il a corrigé cela. Et ensuite, en travaillant ses points de vigilance, sans s'enfuir, il a progressé. Ça, c'est un trait de particularité de psychologie chez les grands champions du monde. Et là, on a un magnifique exemple. J'y vois 2 messages. Le premier message, c'est que finalement, on a besoin de créer de nouvelles connexions neuronales. Pour toute nouvelle chose, c'est le début qui est le plus difficile. Ce sont les premiers tours de pédale en bicyclette qui sont les plus compliqués. Et tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Et le deuxième message, c'est qu'on a tous commencé petit. Oui. Parce que tu es un géant de la boxe, d'une humilité juste incroyable. Et j'essaie de te poser des questions très précises parce que tu es une mine d'informations sur le dépassement de soi et la connaissance de l'être humain, de sa biologie, mais pas uniquement la biologie, la psychologie. Donc j'en arrive à cette question où, à ton avis, de quelle façon aujourd'hui on peut devenir champion du monde ou 6 fois champion du monde? Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut savoir ce qu'on veut faire vraiment. Et pas pour le faire parce que le pote le fait, le copain le fait, ou on veut être dans un environnement et on se dit ben, on va être avec tout le monde. C'est pas vrai. On n'y arrivera pas. Je pense que réellement, si on sait ce qu'on veut faire, on va se donner les moyens de le faire. Février 2002, là c'est un sacré moment. Il y a Virgile qui est en face de toi. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'étais super inspiré, tu connaissais parfaitement le gars, tu t'étais en confiance, tu t'étais surentraîné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce match, tu l'as mis KO? Non, je pense que j'ai bien travaillé. Ah voilà, ok. J'ai bien travaillé, je me suis bien entouré parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'entourer comme il faut, avec des gens aussi motivés que vous, qui vont vous donner des bons conseils.
Et pas juste se contenter de D'être vous dire... coaché, c'était important pour toi. C'est important de choisir les bonnes personnes, bien encadrées, et pas se dire on va y aller pour y aller. On va pour gagner. Parce que le coach ne boxe pas mieux que toi. Qu'est-ce qui t'apporte le coach? Bah, le travail, tout le travail, cette complicité, les heures et des heures qu'on va passer dans cette salle, tout cet épuisement. Mais en même temps, à chaque fois, il y aura encore de l'énergie parce que tant qu'il dit pas on arrête, eh ben on n'arrête pas. C'est une autre victoire, mais il y a une autre configuration qui te demande de travailler plus ton mental. C'est parce que là, on est devant un public qui est largement hostile. On est aux États-Unis. Oui. Après, ouais, c'est tout un environnement. C'est aussi que moi, je décide de quitter la France, je décide de quitter mes promoteurs. Je suis boycotté. On pense que je vais perdre devant Alexander. Il est grand, un Ukrainien, 90, c'est un gaucher. Il frappe comme une mule. On me voit me faire KO, me mettre KO. Je suis devant un public. En plus, on a le président à l'époque qui est le président Chirac, qui veut pas faire la guerre. Donc forcément, qui veut pas aller en Irak par rapport à cette guerre. Et donc, un public hostile. Les Français c'est bullshit, les ceci, les cela, enfin il y a plein de choses qui sont contre moi. Mais je pense qu'on peut, en écoutant, en regardant, et ça nous permet de réfléchir. Et je pense qu'on peut retourner les choses. Et ce que je fais moi, je me fais une tenue militaire. Tu veux dire quoi pour parce arriver que, jusqu'au... parce que à l'époque, le président Chirac dit nous on fait pas la guerre contre Saddam Hussein. Donc je vois qu'on jette tout ce qui est français n'est pas bon, oui, etc. Là, aux États-Unis, ça se passe mal pour les Français. Et moi, ce que je fais une tenue militaire. Et là, il titre le seul Français qui va faire la guerre, est-ce qu'il va gagner? Wow. C'est pour ça que je fais cette tenue militaire. Donc, tu t'es pas du tout isolé dans une petite bulle. Tu restais perméable à l'actualité. J'ai vu le truc. Enfin, il faut le contourner, il faut le tourner, parce que sinon, on le subit. T'as retourné le public en ta faveur à la fin? À la fin, je fais une guerre, mais je fais un truc assez incroyable. Déjà, je suis habillé en militaire, alors que nous, on dit on va pas à la guerre en Irak, et je fais une guerre de fou, et puis je le mets KO. Et le public, ça m'intéresserait. Est-ce que tu l'as... Le public, à un moment, même C'était hostile au début du match. Oui, mais à un moment, à la fin. Quand ils voient que ça tape, et à la fin, je suis victorieux parce que j'ai fait une vraie guerre, en fin de compte, sur ce ring, et ben forcément, je suis plébiscité, et puis on commence à parler de moi. Et à ce moment-là, donc Jean-Marc devient de plus en plus un porte-flambeau du territoire français. On dit, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Puisque je bats Virgil, je bats Dalbron, j'arrive aux États-Unis, je gagne en plus, je suis quoi, à Las Vegas, je suis à Las Vegas au Thomas Mass Center, et c'est un des grands combats où, en fin de compte, c'était un des premiers mi-lourds, qui était Roy Jones à l'époque, qui montait en poids lourd. Et donc, je combattais dans cette grande réunion. Donc, il y avait du monde. Quand tu rentres dans une salle comme celle-ci, on va parler un peu des peurs, de la psychologie. Quand tu rentres dans une salle comme celle-ci, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant c'est au maximum, le trouillomètre, il est à quel niveau? Pour moi, il est au maxi. Ouais. Moi, je suis parano, il est au maxi. Ouais. Je veux dire, il y a ce truc, quand on est dans les vestiaires, en fin de compte, au fur et à mesure, il y a des combats avant vous. Et on entend le bruitage. Et au fur et à mesure que ça vous approche un peu, c'est comme un peu les gladiateurs des temps modernes. Sauf qu'en peu de temps, vous allez rentrer dans l'arène. Oui. Et le fait de rentrer dans cette arène, les gens, vous savez très bien qui vous attendent. Parce que c'est le championnat du monde, parce que c'est votre moment, c'est le grand moment. Et vous avez deux voix. Une petite voix qui dit, mais t'es pas obligé d'y aller, qui va vous contracter. Et l'autre dit, mais t'as tout fait, il faut que t'ailles et il faut que tu saches. Entre le traître et le héros, quoi. Voilà. Et donc, on est là, il y a cette peur, il y a ce truc qui arrive, et à un moment donné, vous savez que ça va être votre tour. Parce qu'on va dire, allez, on commence à se chauffer, on commence à frapper, on commence à transpirer, on commence à rentrer dans le truc. Et moi, j'avais toujours ce truc de Mike Tyson. Quand Mike Tyson, à un moment donné, j'étais plus jeune, il arrive devant son coach et il doit rencontrer un type qui est beaucoup plus grand, un peu aussi large que lui, et il dit, et il en pleure. Et que D'Amato, son coach, il lui dit, mais... C'est un traître ou un héros? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux être? Il lui dit, comment ça? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux être, un lâche ou un héros? Waouh, ouais. Il lui dit, il lui dit, mais c'est donc ce qu'ils font la différence. Le héros, il a aussi peur que le lâche, mais il va faire un pas en avant. Et le lâche, il va avoir tellement peur qu'il va reculer. Donc, qu'est-ce que tu veux être? Il dit un héros et il avançait. Donc, moi, j'ai toujours voulu être un héros. Et c'est ce qui me permettait, à un moment, d'avancer parce qu'il faut que je sache. Avec tout ce que j'ai fait, il faut que je sache si je gagne.
faire preuve de courage, c'est avancer malgré la peur. Et c'est Bien ce que tu es sûr. en train de nous dire. Exactement. C'est que tu joues pas le super-héros, non. Je suis devenu mon propre héros, finalement. Tu es venu ton héros toi-même et tu avais peur. Et je pense on a tous un double, quelqu'un qui nous freine. Et je pense que là, à un moment donné, que ce soit pour une conférence, que ce soit un truc, il faut le combattre. Il faut le combattre justement pour ce qu'on veut. Là, tu dis une conférence parce que tu offres des conférences Oui. aussi. C'est vrai qu'on a le trac des fois. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? C'est marrant, ça, le trac de parler en public alors que tu t'es pris des punchs comme c'est pas possible. Ouais, mais c'est pas pareil parce que la différence de ça, c'est que quand on est sur le ring, vous prenez des coups et forcément, ça vous fait mal et vous répondez. Tandis que quand vous êtes sur un public, vous exprimez. Et le fait de la réaction du public, en fin de compte, c'est ce qui fait le feedback. Voilà, le feedback. Si en fin de compte, si tout le monde reste comme ça en train de vous regarder et sans réaction, vous dites, vous allez encore plus avoir le trac en disant, oh j'ai pas dit les bonnes choses, ils réagissent pas, et là vous psychotez. Et c'est la peur de décevoir. Bah forcément. Ouais. On a toujours peur de savoir. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une accroche. Oui. Un boxeur au grand cœur. Et donc là, on est en 2012. Parce qu'il y en a des dates pour le coup. J'essaie de tout remettre en place dans ma tête. 2012. Et là, comment ça se passe là? 2012, pour moi, c'est un vrai bon moment. C'est aussi mon défi. Moi, je suis un homme de défi. Je suis un homme de rêve. Je dis toujours, jeune ou moins jeune, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Donc, moi, je vis mes rêves. J'essaie de le réaliser. Donc, à un moment donné, je regarde dans tout ce qui s'est fait dans le palmarès français. Je regarde 1921, Carpentier, Georges Carpentier, qui fait les poids lourds. On était tous pas nés. 83, Rodriguez. Je dis 2012, ça sera moi. Faut être sur le podium. Je vais défier, je vais monter. Je suis celui qui va monter en poids lourd, qui va travailler pendant plus d'1 an. Oui, tu changeais de catégorie. Voilà, et qui change de catégorie et qui est monté pour défier le champion du monde. Mais est-ce que je vais y arriver? C'était Vladimir, là. Voilà, Ouais. les deux frères. Donc, à un moment donné, il faut prendre du poids. Il faut pouvoir gagner les combats, les vrais poids lourds, pour changer de catégorie et rencontrer ces gens pour y arriver. Tout ça, c'est un défi. Et là, c'est un chaos, mais pas en ta faveur. Ouais, mais ça fait partie de la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Mais au moins, je suis arrivé, je l'ai fait. Ouais. Je Pas l'ai de regret. fait, mais il ne peut pas y en avoir. Je veux dire qu'on fait comme je l'ai dit, on fait un truc, c'est pas pour dire j'aurais pas dû le faire, j'ai regretté, je l'ai fait, il a juste été plus fort que moi. Il est dans sa catégorie, mais j'ai fait mon défi. On veut souvent arrêter au top, Oui. mais la plupart des hommes et des femmes qui nous entourent, les leaders, les entrepreneurs, les sportifs, les artistes, les politiques, veulent rarement s'arrêter. C'est vrai. Parce qu'il y a une sorte d'addiction. D'addiction, mais à un moment, vous savez, quand cette lumière, elle est là aussi sur vous, les gens vous acclament, vous êtes aimé, vous êtes adoré, vous n'avez pas envie de quitter ça, parce qu'après, l'inconnu fait toujours peur. On retourne dans l'obscurité retombe, il n'y a plus de lumière, et qu'est-ce qui va se passer? Donc forcément, moi, je dis, j'ai une chance de faire une demi-finale mondiale. Et là, si je gagne, la demi-finale mondiale, après, je fais encore un championnat du monde. Ça pose, ça casse. Et si ça casse, ben j'arrête. C'est une façon de dire. On me dit, non, mais Jean-Marc, t'es près du but pour faire le 10e championnat du monde, parce que vous avez toujours aussi les gens, la lumière, elle n'est pas seulement que pour vous. C'est pour ça que je dis qu'il faut être bien encadré, il faut bien entouré. Parce qu'il y a plein de gens qui vous rendent heureux, que vous faites travailler. Et ils n'ont pas envie que ça s'arrête non plus. Et là, ils vous conseillent dans l'autre sens. Et je dis, OK, je le fais quand même. Ouais. Je le fais, Ouais. je perds, et je dis que j'arrête. Et la fin de la carrière, à quel moment elle a été décidée? Ce dernier combat pour les 10e championnats du monde, si je ne le faisais pas là, j'allais encore faire je ne sais pas combien de combats pour le faire. Non, il faut arrêter. Il faut laisser la place aux plus jeunes pour pouvoir faire autre chose. Et quand on décide d'arrêter, on arrête. Et on ne revient pas comme tous ces gens qui reviennent. Parce qu'après tout ce qu'on a fait, ça aurait été gâché. Il faut savoir s'arrêter. Souvent, lorsqu'on a une carrière comme celle-ci, dans plein de domaines, hein, pas uniquement le sport, mais on vit par procuration vis-à-vis de cette image que l'on représente. Et on s'oublie soi-même, l'homme ou la femme que l'on est. À quel moment, toi, tu nous l'as dit, hein, cette carrière apporte énormément, ça grise. À quel moment tu t'es dit, maintenant, il faut que je retrouve une nouvelle vie et que je revienne à ma personnalité, pas forcément celle que tout le monde connaissait, celle du boxeur? Comment on rebondit, comment finalement on se reconstruit? En le préparant. Moi, je l'avais déjà plus ou moins préparé. Quand je suis revenu, eh ben, je commençais à organiser mes propres combats. Je suis venu, j'avais négocié avec la télé, j'avais commencé à réorganiser les combats pour mon retour à Paris, et ça s'était bien passé, je remplissais les salles. Donc comme j'étais organisateur de mes propres combats, ce qui me permettait en fin de compte de quelque part déjà de rebondir, de
d'être organisateur de mes propres ça et faire pour les autres. Donc, la reconversion était déjà plus ou moins commencé à être faite, parce que j'en pissais. Et quand vous organisez, vous faites des cocktails dînatoires, vous rencontrez plein de gens. Les sociétés, ils viennent, ils invitent leurs invités, vous leur donnez, et puis on connaît des gens, des patrons, etc. Et ça. Donc ça là, aide. tu as fait une sorte de transfert du sportif à l'entrepreneur. Oui. Et donc là, tu as appris Avec tout une seul, équipe. le marketing, la vente, Oui, des billets. bien entouré. Bon, moi, ce que je faisais, c'est que je veillais avec les télés, je les démarchais, je négociais les télés, les prêts, etc. J'étais aidé aussi par les gens parce que j'avais un vrai environnement autour de moi et ce qui me permettait après de pouvoir m'entraîner une fois que ça a été fait et puis de pouvoir combattre. Donc là, tu avais une équipe, des équipe. employés. Oui, j'avais une équipe. Vous étiez combien Après, il y avait des gens on faisait avec les, comment dire, pour la FNAC, etc., pour les billets. Après, on avait tout un staff où on sous-traitait, qui travaillait, qu'on payait. Et puis, c'était très bien. démerdé. Oui. Et finalement, pas finalement, parce que l'aventure continue, c'est tu consacres aussi, même au moment où on parle en ce moment, de ton temps, ton cœur et ton énergie pour des jeunes de banlieue aussi. Oui, mais après, c'est aussi des... Je sors de cette banlieue. C'est la roue qui tourne ? Ben oui, c'est à un moment donné, il faut dire aussi faut dire à ces jeunes que c'est possible, les choses sont possibles. Qu'on se donne les moyens, comme je dis, et que le travail qui paye. Moi, je sors de cette banlieue, alors j'ai fait de la banlieue de Bobigny à Las Vegas, et de Las Vegas au ministère. Oui. C'est-à-dire que voilà, si on prépare les choses, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Jean-Marc, pour terminer ce face-à-face, quelle est ta définition, toi, devant la caméra, de vivre une vie à 110%? Bah pour moi, c'est la définition, c'est, comme je le dis souvent, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. J'ai pas rêvé ma vie, j'ai vécu mes rêves. Je me donne les moyens pour vivre mes rêves, pour ne pas avoir de regrets. Si on dit, il y a un truc, il faut jamais remettre les choses à demain. On se dit on va faire demain. Demain on le fera pas. Il faut le faire maintenant. Qu'on a l'envie, qu'on a la motivation, il faut se jeter à l'eau et il faut y aller. Là, on était en face-à-face, maintenant on va passer au dos-à-dos coaching, Jean-Marc. Jean-Marc, après le face-à-face, le dos-à-dos coaching, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum, quel est ton niveau de bonheur et d'accomplissement aujourd'hui? Je dirais 10. Pour quelle raison? Parce que j'ai fait tout ce que j'avais eu envie de faire et que j'ai perdu ou j'ai gagné, maintenant je sais où j'en suis. Même principe sur l'échelle de la qualité de l'humain que tu es, de l'utilité aux autres. Sur une échelle de 0 à 10, quel être humain es-tu leader pour les autres? Alors, en tout cas, moi, je dirais, j'espère au moins 7. Ouais. Parce que 7, on dit que c'est un chiffre porte-bonheur. Donc 7. D'accord, à part le côté porte-bonheur, 7 pour quelle raison? 7 pour quelle raison? Parce que je pense qu'on est... On fait jamais tout bien. Donc alors, je dirais 7 parce que 7, j'ai fait mon maximum et 7, c'est un bon chiffre. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses les 12 prochains mois pour être à 10? Peut-être que on me donne les moyens de réaliser encore plus de choses dans le travail que je fais actuellement. Donc c'est-à-dire que là, je suis sur les quartiers populaires, que j'arrive à réaliser encore plus de choses, que quand je rentre chez moi, je me sens bien parce que j'ai aidé les gens qui en avaient besoin. Un exercice un peu plus compliqué. Imagine que tu as 10 ans, Jean-Marc. Tu as 10 ans, tu es âgé de 10 ans, et avec un phénomène magique, tu arrives à revenir à l'âge de 10 ans, et c'est le gars de 50 ans qui parle au gamin de 10 ans. Si tu devais prononcer quelques mots, tu lui dirais quoi au petit Jean-Marc à 10 ans en Guadeloupe? Comme je dis, moi je suis pas un bon conseiller, j'aime pas donner conseils parce que j'ai l'impression que tout de suite c'est comme si j'avais tout vécu, j'avais tout fait, et aujourd'hui voilà, je suis un sage, mais je lui raconterai une histoire. Alors là, tu es en face de Jean-Marc, il a 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dis pendant 1 à 2 minutes? Parle-lui. Je lui raconterai l'histoire du vieux sage qui avait voyagé dans le monde entier. Et le fait d'avoir voyagé, il était rentré chez lui. Et les gens venaient le voir et lui posaient toujours les questions. Il répondait avec une telle justesse, il s'était devenu un omniscient. Il était toujours juste et sage dans ses réponses. Et les gens venaient de France et de Navarre à un moment donné pour le défier. Et un jeune garçon qui était là, qui l'écoutait, et il a dit « Je sais comment le faire mentir ». Il a pris un oiseau, il l'a mis dans ses mains. Et il lui a dit, il a posé à ce vieux sage « Est-ce que cet oiseau, il est mort ou il est vivant ?»
En pensant, s'il me dit il est mort, j'ouvre ma main, l'oiseau s'envole. S'il me dit il est vivant, je l'écrase et je le tue. En posant cette question devant tout le village à ce vieux sage, en lui disant est-ce que cet oiseau il est mort, il est vivant, le vieux sage répond la solution elle est dans ta main. Donc je lui dirais ça, pour lui dire qu'on a tous les solutions. Les solutions, c'est nous qui les avons, et pas les autres. Le sport, l'entrepreneuriat et enfin la politique, c'est quoi le point en commun? C'est la réflexion, c'est l'énergie qu'on met pour pouvoir les mener à bien et à réaliser les choses et le faire sincèrement. Parce qu'en fin de compte, dans tout ça, ce qui compte pour nous, c'est de réussir. C'est de faire les choses bien. Tu fais aujourd'hui de la politique. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de te perdre? C'est quoi se perdre? Est-ce qu'on sait si on se perd ou pas? Pour moi, non. Me perdre, c'est... Je pense que qu'on est équilibré, je le dis bien, qu'on est équilibré. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Alors on sait forcément ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on n'est pas prêt à faire. Donc c'est ça l'équilibre. C'est de savoir dire oui et non. Quelles sont les limites de la politique aujourd'hui, que tu connais de l'intérieur maintenant? Les limites de la politique, après je ne sais pas s'il y a de limites. Tout dépend. Chacun trouve sa limite dans ce qu'il fait. Moi en tout cas, c'est de ne pas faire des choses que j'aimerais pas faire et ensuite le regretter. Jusqu'à présent, je me tiens à ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. Voilà. Jean-Marc, ton plus grand regret? Est-ce que j'en ai? On en a forcément. Mon plus grand regret, je dirais, c'est d'être venu en métropole, mais en même temps, j'étais obligé. Et si je n'étais pas venu, je n'aurais pas réalisé ça. Donc, c'est un regret qui n'est plus un regret. De ne pas avoir pu grandir aux côtés de ta mère, notamment? Oui, mais c'est un regret qui n'est plus un regret, puisque j'ai fait autre chose. J'ai pu me renforcer de ça et arriver à ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis que voilà, ça a été un regret du départ, mais on a une réalisation par la suite. Donc c'est bien. Ta plus grande fierté? C'est d'avoir cette Légion d'honneur. C'est une certaine reconnaissance. Et c'est de dire que j'étais au bout de ce que je pouvais faire. Ta plus grande réussite? Être devenu champion du monde, à 6 reprises. Ce que tu détestes le plus aujourd'hui? Ce que je déteste le plus, c'est la méchanceté des autres, l'injustice. C'est ce qui me révolte. Et ce que tu crains le plus? Ce que je crains le plus, je sais pas si, sincèrement, je ne sais pas si je crains quelque chose. Peut-être, oui, je dirais quand même la mort de ceux qu'on aime, avant nous, parce qu'on ne les verra plus et on ne sait pas où ils vont. Donc forcément, quand ils partent, eh ben ça laisse un grand vide et ça fait mal. Voilà. Et puisqu'on parle du grand départ et de la mort, qui aimerais-tu avoir à ton enterrement? Qui devrait prendre la parole lors de la grande cérémonie pour le grand départ? Ceux ou celles qui sont capables et avec sincérité pour parler de moi. Il n'y a pas une personne en particulier. Je dis que j'ai fait les choses bien, moins bien, et maintenant parce que prendre la parole c'est pas facile et je le sais. Donc ceux qui sont de prendre la parole et dire des choses avec sincérité de moi, ça me suffira. Si on finissait ces 3 phrases, pour toi la vie c'est? C'est pas un long fleuve tranquille. C'est le parcours du combattant, mais c'est une sorte de Koh-Lanta, mais qu'est-ce que c'est bon en fin de compte quand on y arrive? Donc pour moi c'est ça, c'est les difficultés à surmonter. C'est plein de choses, mais en fin de compte quand on y arrive, on est content. Et je pense qu'il faut ça. Les gens sont? Gentils ou pas des fois. Et enfin je suis? Je suis moi. Avec mes défauts et mes qualités, mais je suis moi, sincère comme dans ma sincérité, dans ce que je fais en tout cas. Jean-Marc, tu me parlais de la difficulté de parler en public avec le versus du ring. Je voulais te dire que tu es très inspirant pour nous. Merci 1000 fois Jean-Marc. Merci en tout cas à toi d'avoir pris le temps et de m'avoir choisi, vraiment, c'était sympa. À bientôt.
J'espère que vous avez autant aimé que nous cette vidéo pour retirer peut-être quelques informations, des stratégies, des idées implémentées dans votre vie personnelle comme professionnelle. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire pour savoir comment mieux vous aider, vous accompagner, quel est le contenu que je dois poster chaque semaine encore pour répondre à vos attentes et aussi pour mieux comprendre dans quel défi de croissance vous êtes en ce moment. Vous savez, à l'époque, on pouvait se former une fois tous les 2 ans, ça allait très bien. Une fois par an, parfait. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé que tous les 6 mois, tous les 30 jours, il se passe un événement. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux ou rien que, et vous, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, les funnels de vente, la programmation des publicités, le targeting des clients. Mais tout a changé complètement. Et dans sa vie privée, mais le bouleversement total. Combien d'employés quittent leur travail par milliers, par milliers, par milliers chaque jour parce que leur job ne fait plus aucun sens? Combien d'entre eux envisagent une réorientation, une reconversion sans savoir exactement comment s'y prendre? C'est la catastrophe en ce moment, le nombre de gens qui improvisent. La plupart des gens s'engagent dans un nouveau voyage, où souvent ils en ont tellement ras-le-bol, ils claquent la porte. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode pour prendre du recul. Et c'est exactement ce que je te propose de faire. Je t'offre maintenant un livret digital qui va considérablement justement t'aider, notamment dans les soft skills, la confiance en soi notamment, et comment voir grand, mais aussi y aller par étapes. Clique sur le lien ici, il est gratuit, c'est immédiat et j'espère que ce livret digital pourra répondre à tes attentes pour commencer ce voyage vers peut-être une nouvelle direction pour toi.